on est ici pour la conférence entre réalisme et mystère de l'imaginaire dans le quotidien. Donc il y a déjà un peu malheureusement de mystère puisque H.V. Gabriel n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui. Donc nous serons 3 auteurs et une modératrice. Alors, le terme de mystère, oui, elle n'a pas pu venir. Moi, je pensais que tu étais là en tant qu'auteur. C'est le problème de la double casquette. Non, je suis la modératrice sur cette conférence. Donc, le terme mystère, c'est un terme que je pense très très intéressant pour votre texte. Et c'est un terme qui a plusieurs sens en français. Donc, le mystère, c'est déjà le surnaturel, ce qui est incompréhensible à la raison humaine. Au pluriel, les mystères, ce sont les enseignements secrets qui sont révélés aux seuls initiés d'un culte. Donc ça, on va un petit peu plus parler du texte de Sylvie Miller et de Philippe Ward dans cette question-là. C'est aussi ce qui est difficile à comprendre, ce qui n'est pas absolument impossible à comprendre quand on parle du mystère d'une affaire, d'un crime. Et c'est aussi un ensemble de précautions qui sont prises pour cacher un secret. Et là, on va voir aussi que certains de nos personnages ont des secrets à cacher. Alors, d'abord, avant de parler d'imaginaire, j'aimerais bien que vous nous parliez, les auteurs, du quotidien qui s'exerce dans vos textes. Sylvie Miller, si vous voulez bien, on va commencer par vous, avec votre série La Serre, donc coécrite avec Philippe Ward et publiée aux éditions Critiques. On est dans le passé, dans un passé revisité en Égypte, dans les années 30, un passé légèrement différent, sans doute, de celui qu'on a connu. Pourquoi le choix du Caire comme centre névralgique du récit? Alors, le choix du Caire, déjà, c'est parce dans un premier temps, on voulait vraiment partir sur la mythologie égyptienne, donc on avait besoin de placer le récit en Égypte. On aurait pu avoir un récit dans une Égypte d'aujourd'hui, mais compte tenu des développements technologiques, de l'Internet, etc., c'est plus difficile de croire que les dieux sont là. Donc on voulait introduire un léger décalage, donc finalement mettre ça dans les années 30, ce qui fait que ça nous donnait en plus un peu plus d'exotisme, puisqu'on se retrouve avec des technologies qui n'existent pas encore, mais on a les premiers avions, on a les belles voitures, et on a les dieux qui se promènent au milieu de ça, et donc la mythologie égyptienne. D'ailleurs, dans le début du tome 1, le héros part en fait de Marseille, et il atterrit au Caire. Et effectivement, ça va être un peu le centre névralgique, même si après, au fur et à mesure des tomes, on va rayonner un petit peu pour aller vers d'autres endroits, comme Rome, comme tout le pourtour méditerranéen, la Grèce, etc. Mais c'est vrai qu'au départ, c'est parce qu'on voulait vraiment raccrocher ça à la mythologie égyptienne. Et le sous-titre du premier, c'est Un privé sur le Nil. Le titre, pardon, du tome 1, c'est Un privé sur le Nil. Donc ça annonce la couleur. On est dans l'hommage au film de genre des années 30-50, on va dire. Complètement, complètement. Parce que là aussi, finalement, cette série de romans, c'est un petit mélange de plein de choses que Philippe et moi, on adore. On aimait bien les polars un peu à l'ancienne, on aimait bien aussi le pulp, ces espèces de récits à 100 à l'heure qui sont vraiment grand public. On adorait la mythologie, l'histoire, et donc finalement on a mis tout ça dans un chapeau, on a secoué et il en est sorti ces espèces d'enquêtes où on a cette espèce de détective hard-boiled vraiment qui fonctionne à l'ancienne avec vraiment les codes du polar à l'ancienne, mais qui se trouve mêlé à de la mythologie, à de la fantaisie, et donc on joue sur tous ces codes-là. Merci. Karine Berouka, dans votre texte, le club des punks contre l'apocalypse zombie, déjà magnifique le titre, merci. Le quotidien, c'est une soirée de juin de nos jours, la défonce, chez le personnage, dans un squat, le collectif du 25. Vous pouvez nous parler un petit peu de ce squat dans votre texte? Oui, c'est un squat qui n'existe pas, donc on n'est pas dans la réalité, on est dans le... Mais alors c'est une histoire qui se base pas sur des faits réels, je vous rassure. Par contre, ce squat, il est inspiré d'un squat de plusieurs squats à Paris, dont un s'appelait la Miroiterie. Géographiquement, il est à peu près situé au même endroit, et puis beaucoup d'endroits où que j'ai pu connaître. Mais après, le rapport avec la réalité, quand on commence à faire entrer des zombies et puis ils se perdent rapidement, on peut... je dis quoi?
Et je sais pas trop. Non, c'est. Je sais plus où j'en étais d'ailleurs. Oui, le SWAT et puis les personnages, du coup, quels sont les personnages de ce texte? On suit qui dans l'histoire? On suit, comme c'est écrit, le club des punks, qui est aussi une allusion à un certain livre que j'ai lu dans ma jeunesse. Mais ils ont grandi et ils ont mal grandi. Voilà, donc, en sortant du club de vacances, ils ont. Mais s'il te plaît, voyons. Donc, on suit des punks, en fait, toutes sortes de punks, parce que tous les punks ne sont pas les mêmes. C'est un peu comme. Qui vont se retrouver dans un Paris dévasté et qui vont aller faire ce qu'ils font le mieux, pour certains, des conneries, la révolution pour d'autres, et tout un champ de possibles qui s'ouvre à eux parce que soudainement le monde est vide. Et bon, au début, parce qu'après on va pas tenir 400 pages avec 5 punks qui courent après des zombies, c'est pas très intéressant, le zombie étant pas un personnage très loquace. Mais on trouve quand même des codes du livre de zombies qui sont détournés parce qu'en fait vos personnages sont quand même dans une sorte de forteresse en fait. Ouais, de toute façon le zombie c'est très codifié. Si on s'en éloigne trop, si on commence à lui faire réciter des tirades de Shakespeare, ça fait plus très zombie. Donc il reste un zombie, il a envie de manger des cervelles et puis il est un peu con comme ses pieds. J'ai des gros mots, je suis désolé. Et donc oui, de toute façon, c'est un peu bâtir un roman sur les codes pour leur tordre le cou, justement. C'est un peu comme ce que j'avais essayé de faire avant avec la fantaisie urbaine, et que beaucoup d'auteurs font, quoi. Quand tu as une littérature qui est vraiment très codifiée, soit tu t'y plies, soit tu essaies de t'amuser à faire autre chose. Et le zombie, il est vraiment très très codifié, il fait un peu toujours la même chose, enfin il fait toujours la même chose d'ailleurs, sauf quand on est dans un bouquin. Autant que sur un film, ça peut tenir 1h30 parce que c'est très visuel et très... autant dans un bouquin, c'est vite fatigant en fait. Sophie, on va terminer par vous la présentation, puisque en fait votre texte se passe dans le futur. Sainte-Marie des Ombres est située en 2066. C'est un futur qui est très très proche donc dans lequel la réalité n'a pas tellement changé, on ne s'en éloigne pas. Je tenais à rester dans un univers qui soit très réaliste, très proche du nôtre, pour qu'on n'ait aucune difficulté à se projeter dedans. Et on est dans une ville, on est en France, on est dans une ville qui n'est pas nommée, c'était un choix... Qui a dit qu'on était en France? Ah D'accord. Quelle est l'identité de votre personnage, Lily Turner? L'identité officielle, on va commencer par ça. Officiellement, Lily Turner est tatoueuse. C'est une tatoueuse tout ce qu'il y a de plus lambda, à part qu'elle n'a pas elle-même de tatouage, ce qui est plutôt rare chez un tatoueur, mais il y en a. Il y a des tatoueurs qui n'ont pas de tatouage et qui vivent très bien comme ça, hein, on peut se passer de tatouage dans la vie. Mais voilà, elle a un chien. Et elle a une meilleure amie et un petit ami, mais le chien passe avant la meilleure amie et le petit ami, surtout le petit ami qui passe en dernier, le pauvre. Alors, si j'ai insisté sur le terme officiel de l'identité de Lily Turner, c'est parce qu'elle cache beaucoup de choses, et son identité de Marie notamment. Alors, qui est Marie? Marie, en fait, est une rescapée, c'est une petite fille tout à fait normale, qui un jour s'est fait mordre par les ombres. Un jour, les ombres sont devenues... elles sont devenues dévorantes, et elles se sont mises à dévorer toute la chair qui leur passait à partir de leur gueule. Tout ce qu'elles touchaient se devenait en proie aux ombres. Et Marie est la seule personne au monde à avoir survécu à une brûlure d'ombre, parce qu'une fois que les ombres ont mordu, elles diffusent un poison sous la peau, et les personnes finissent par en mourir.